Bonjour à toutes et à tous. L'actualité s'y prête et on parle ce dimanche encore du coronavirus qui continue de se répandre à travers le monde, impactant tous les secteurs économiques. Et au nombre de ces secteurs actuellement sous boisseau figure le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Au niveau mondial, on estime que l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie a déjà perdu 20 milliards d'euros, soit plus de 13 000 milliards de francs CFA depuis janvier 2020. Au Bénin, si les pertes sont encore difficiles à chiffrer, il est évident que la Covid-19 a créé un énorme manque à gagner pour l'industrie hôtelière et touristique. On en parle d'ici 30 minutes avec notre invité, le président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme, par ailleurs président du CONEB. Et vous le savez, dans la première partie de cette émission, ce sera le décryptage. Avec la levée en début de semaine du cordon sanitaire, les activités économiques reprennent progressivement, droit de citer. L'urgence étant d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie nationale. Comment s'y prendre et à quoi s'en tenir? Détails et analyses avec deux confrères ce matin sur ce plateau. Mais tout de suite, le mini-journal, c'est avec Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. Reprise des classes lundi dernier après plusieurs semaines d'arrêt de cours. C'était une décision du gouvernement qui avait fermé les écoles dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Une reprise des activités pédagogiques conditionnée par le respect strict des gestes barrières, à savoir la distanciation sociale, le port systématique des masques et le lavage régulier des mains. Une de nos équipes a sillonné quelques établissements scolaires. Aurélie Soto. CEG 2 de Godomé ce lundi matin. Les classes ont effectivement repris. Élèves et enseignants ont répondu présents et les activités pédagogiques ont redémarré sans protocole. Si la mesure du port de masque n'est pas totalement respectée, celle concernant le lavage des mains est suivie à la lettre. En témoigne la présence du dispositif de lavage devant chaque salle de classe. À quelques pas de là, cette école privée. Ici, des dispositions particulières sont prises pour faire respecter les consignes du gouvernement. C'est seulement le CM2 qui est là, comme l'a exigé le gouvernement. Il y a certains qui étaient venus sans leur masque. Donc, pour observer les mesures barrières, j'étais obligé de renvoyer tous ceux-là qui étaient sans masque. Ils sont partis à la maison pour revenir maintenant avec leur masque. Donc, par rapport à la classe, c'est vrai, nous sommes privés, les classes ne sont pas si vastes. Mais la classe dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une classe de la maternelle qui est un peu plus vaste. Donc, on les a mis dans la classe et puis, afin de respecter les mesures de distanciation. Même la récréation est organisée de sorte à faire respecter la distanciation sociale. Ils sortent classe par classe. Une classe finit sa récréation, l'autre va en récréation. C'est ce que nous avons fait pour la récréation. Pareil dans l'enceinte de ce complexe scolaire situé à Togbendaro, un point d'honneur est mis sur le respect des gestes barrières. Déjà à l'entrée, vous allez voir un dispositif de lavage des mains. Et après ça, dans les classes, nous avons essayé de classer les enfants avec une distance, un écart d'au moins 1 mètre. Et ils sont disposés en dents de scie pour ne pas se toucher. Il y a un gel de lavage des mains qui est disponible aussi et qui est pressé à chaque fois sur les mains pour pouvoir désinfecter les mains. Tous nos apprenants ont leur masque et c'est exigé. Déjà avant d'entrer dans l'établissement, ça se contrôle. De part et d'autre, l'accent est mis sur la sensibilisation afin de conscientiser les apprenants sur l'importance du respect des mesures. Il n'y a pas de sanctions prévues, mais nous sommes là et nous les contrôlons à chaque fois. Nous passons régulièrement devant les salles pour vérifier si réellement les masques sont sur leur visage et si réellement tous ceux qui sont dans la classe ont pris part au lavage des mains avant d'entrer en salle. On essaie de les sensibiliser en classe. Vous devez faire ceci, vous devez faire ça pour éviter ceci, pour éviter ça. À l'endroit de ceux qui ne veulent pas respecter, si c'est le port de masque qui n'est pas respecté, c'est le renvoi. Si on vous surprend, vous voulez
frauder, vous lavez les mains avant d'entrer, on va vous faire revenir. On peut retenir que chaque établissement trouve les moyens de faire respecter les gestes barrières afin de protéger les apprenants. Toutefois, la responsabilité des enseignants et des parents est aussi engagée en vue de mettre les enfants à l'abri de cette pandémie. Nul ne veut rester en marge dans la lutte contre la COVID-19. De plus en plus d'armes sont mises sur pied par les Béninois. Au lieu du savoir, une artillerie est également mise sur pied. Des savons liquides, des gels à base d'aloès et même des distributeurs automatiques de gel sont produits par des chercheurs. On fait le point dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. Pour mieux s'armer contre la Covid-19, c'est dans ce laboratoire du campus d'Abomey-Calavi qu'Antoine préfère s'approvisionner. À sa demande aujourd'hui, 5 litres de savon liquide qu'il vient chercher avec son propre contenant. Par ces temps de corona, il fallait prendre des précautions. Je suis venu pour me ravitailler. Il y a des gels pour désinfecter les mains. Il y a les savons aussi pour se laver les mains. Autant d'armes de prévention contre la Covid-19 que s'emploient à produire ces chercheurs de l'Institut national de l'eau. Ce laboratoire, autrefois réservé uniquement aux analyses chimiques d'eau, devient depuis le début de la pandémie une zone de production d'armes contre l'ennemi invisible. Dans notre laboratoire, nous produisons du savon liquide et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Tout le monde connaît les effets bactéricides de l'aloès. Donc nous ajoutons l'aloès à notre gel hydroalcoolique et c'est ce qui fait sa particularité. Et pour le savon liquide, nous savons que les solutions chlorées ont des effets bactéricides et nous ajoutons cette solution chlorée à notre savon liquide et c'est ce qui fait également sa particularité. Une fois les gels fabriqués, comment faciliter leur utilisation par la population sans risque de contamination? Cet enseignant-chercheur trouve la réponse. Il constitue une équipe et met sur pied 2 types de distributeurs de gel sans contact de la main. Il y a l'aluminium, il a un réservoir de capacité 500 ml. Et comme je l'ai dit, il fonctionne sur la base de la pédale. Donc lorsque quelqu'un, l'usager vient, il ne touche pas du tout à quelque chose, il se rapproche, il appuie la pédale, une fois, il a le gel à main. Le second dispositif, lui, il est cylindrique. Sa capacité de réservoir est plus grande. Il peut prendre jusqu'à 2 litres de gel. Et lorsque l'usager appuie la pédale, il soulève le piston. Et le piston, dans son ascension, soulève le bocal. Le bocal, dans son ascension, rencontre un obstacle qui est le fer. Et du coup, il ne peut plus bouger et il sort. Un 3e type de distributeur va servir à fournir automatiquement du gel après détection de main. Au nombre de ses caractéristiques, sa contenance pouvant aller jusqu'à 5 litres. Oui, ce distributeur est composé d'un capteur qui capte à la main le mouvement et déclenche un système qui fait démarrer la pompe. Et c'est la pompe maintenant qui nous donne l'eau, qui nous sert le gel. Ici, nous avons prévu 2 sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du courant de la SBE et la source d'alimentation de l'énergie solaire. Et ça a l'autonomie sur 10 heures. Des initiatives sur fonds propres qui participent à la guerre contre l'ennemi invisible. Dans la riposte face à la pandémie, nul ne compte donc rester en marge. Après 2 mois de suspension, les conducteurs des taxis interurbains ont repris lundi leurs activités, mais dans le strict respect des mesures préconisées contre la propagation du Covid-19. Dans cet impact, on garde l'espoir d'une relance dans les jours à venir des activités. Reportage. Ils sont nombreux à retrouver très tôt ce matin le chemin des gares routières. La levée du cordon sanitaire, depuis ce lundi, redonne espoir à ces pères de famille en chômage technique depuis environ 2 mois. Sur ce parc automobile, 6 à l'Étoile Rouge, le transport en commun de Cotonou à Abomey via Boycon a repris timidement. Oui, les activités ont commencé, mais les passagers ne sortent pas. Le peu de passagers qui viennent, ils ne donnent pas l'argent. On nous a dit qu'on va prendre 3 personnes, 1 devant et puis 2 derrière. Au moins s'ils donnent 4 000, on va savoir que au moins
ils ont fait quelque chose. Maintenant, ils refusent, ils donnent 3 000. Si, à l'Étoile Rouge, tout semble être encore au ralenti, les chauffeurs du même trajet, installés à la descente de l'échangeur de Godomain, se réjouissent pour cette première matinée. Pour eux, elle est fructueuse. Quand ils ont ouvert le cordon sanitaire, toutes les voitures sont sorties. Les passagers sont aussi venus. Pour la matinée de ce lundi, environ 15 véhicules sont déjà partis en voyage. Dans ce secteur d'activité, les difficultés causées par la pandémie du coronavirus ne se ressentent pas de la même façon. La suspension des minibus et bus toujours en vigueur est une occasion pour les conducteurs de taxis interurbains de faire de bonnes affaires. Ils n'hésitent pas à prendre la direction du nord. Et le cordon sanitaire est levé et la vie a repris à petits coups. Parce que déjà ce matin, nous avons déjà une voiture qui a pu décoller en respectant le nombre de passagers dans le véhicule. Ici, rien n'a bougé. Sur ce parc automobile, situé à Djonké et connu de tous pour le transport vers les pays de l'Interland, c'est le statu quo. Même la levée du cordon sanitaire n'y a pas changé grand-chose. On n'a pas de passagers. Depuis 2 mois, tout est au ralenti. Mais de mon passager, on fait Cotonou-Lomé. Si aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont ouvert la voie hier, si nous quittons ici maintenant, on ira bloquer à la frontière, il a conduit. Où est la voie? Donc, pour le moment, rien n'est fait. Si nous prenons les clients, arriver à la frontière, s'ils ne passent pas sur l'eau, ils vont passer par la bourse. Et puis, les bandits aussi sont dans la bourse, on les braque. C'est toi le souhait qui a problème. On te dit que tu es complice, tu sais qu'il n'y a pas la voie, tu les as amenés pour donner aux lions. Donc, nous prions le Père de la Nation, à travers talent, vraiment de voir son homologue de l'autre côté, le pays voisin, s'il peut décanter la situation. Tout en observant la distanciation sociale, les transporteurs souhaiteraient la fin de la pandémie et une relance de toutes les activités. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaïus Balogun. Merci à vous, Nadège Molade-Soni. Et sans plus tarder, on passe au décryptage. Et vous le savez, depuis lundi dernier, le gouvernement a procédé à la levée du cordon sanitaire et la plupart des travailleurs contraints à rester à domicile retrouvent peu à peu leur activité et l'économie reprend également progressivement vie avec la reprise des classes. Mais en revanche, les lieux de culte, les restaurants, bars et autres sont toujours fermés. Avait-on vraiment besoin de lever le cordon sanitaire? Cette question se pose encore aujourd'hui et avec 2 confrères, nous allons analyser les tenants et les aboutissants de cette levée. Aaron Akinosho est avec moi ce matin. Bonjour Aaron. Bonjour Vaïus. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Et à côté de lui, Gédéon Vegba, un habitué de ce plateau. Bonjour Gédéon. Bonjour Vaïus. Alors Gédéon, avez-vous l'impression qu'il était nécessaire pour le Bénin de lever le cordon sanitaire quand on sait que cette maladie, coronavirus, demeure toujours? Alors, il est plus que nécessaire à mon avis parce que nous sommes dans une situation, je dirais, un peu complexe pour nos pays, puisque nous n'avons pas les mêmes moyens que les pays développés. Le Bénin est dans une situation plus compliquée parce que le contexte est défavorable. Nous étions dans une morosité économique et la crise du coronavirus est venue nous plonger davantage. Donc, je constate que les autorités ont géré de façon vraiment très, je dirais, fin cette affaire parce que si on avait fait un confinement général, c'était la catastrophe parce que notre économie était déjà presque à terre et si ça vient se rajouter, c'est la catastrophe. Mais on a pu gérer dans la mesure du possible ce qui est faisable. Et aujourd'hui, la levée du cordon sanitaire, moi, ça, à mon avis, je pense que c'est une décision salvatrice parce que les commerçants, je dirais les acteurs, de façon générale, du commerce aujourd'hui, du monde économique, étaient presque essoufflés.
Et la levée de ce cordon sanitaire permet une reprise des activités, même si elle est timide, mais c'est quand même une reprise qu'on note là maintenant. Donc c'est une bonne chose à votre avis. Absolument. Alors Aaron, ce qui est paradoxal, c'est que normalement, avant de lever le cordon, on devrait assister à une stabilisation de l'épidémie. Mais contrairement à cela, il y a des cas symptomatiques qu'on continue de voir, le cordon est levé, le risque est toujours grand. Alors, moi sur cette question, je dis c'est 50-50. Alors je vais peut-être être l'un des premiers à vous le dire. Je pense quand même qu'on a des chiffres plutôt stables. Parce que, alors après, il ne faut pas forcément prendre l'explosion des chiffres qu'on a vus les derniers jours parce qu'il y a eu les tests qui ont augmenté. Mais moi, ce que j'essaie de voir, c'est plutôt au niveau de saturation en service de réanimation, le nombre de décès. Et là, on a quand même des chiffres qui sont relativement stables. Alors, quand on analyse, on peut se dire que jusque-là, le Bénin a échappé au Covid-19. L'Afrique entière, d'ailleurs, a échappé au Covid-19. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on continue de jouer la prudence qui, je vais quand même le dire, n'était que de façade. Parce que quand je me promène dans Cotonou, ce que je vois, ce n'est pas forcément le respect des gestes barrières, ce n'est pas forcément le respect de la distanciation sociale, ce n'est pas forcément le port du masque. Donc, je me dis, certaines mesures ont pu contribuer, mais leur impact sur la propagation du Covid-19 doit être relativement faible. Par contre, ces mesures, donc le cordon sanitaire a eu quand même, ces mesures-là ont eu un impact sur l'économie. Donc je me dis, en fait, en tant que dirigeant, si on entre dans la ligne pragmatique qui a été celle qui nous a, qui a été imprimée jusque-là, pas de confinement total, un cordon sanitaire, bon, au bout de 3-4 semaines, on n'a pas d'explosion des cas. Peut-être qu'on peut lever le cordon sanitaire en disant aux gens, respectez les mesures barrières. Et si ça marche, on bénéficiera de l'avantage d'une reprise plus rapide parce qu'on n'aura pas forcément interrompu la machine depuis le début. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie de poker, c'est un coup de poker. Mais au vu des premiers résultats, ceux qui étaient là auparavant, je pense que ça peut se tenter. Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est que malgré la mise en place du cordon sanitaire, il y avait la circulation des marchandises. Le cordon sanitaire n'interdisait pas aux marchandises de circuler, mais ce qui est paradoxal, sur les marchés, les prix ont considérablement augmenté. Alors, ça me fait un peu bizarre d'être celui qui vient sur ce plateau faire du catastrophisme, mais quand on analyse un certain nombre de publications, la CEDEAO a publié un certain nombre de rapports. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour ce qui est des prix des denrées alimentaires, nous dépendons essentiellement de l'étranger pour nos denrées alimentaires, nous dépendons des importations et donc nos stocks ne sont pas forcément élevés et donc je pense que c'est plus cet aspect-là qui a plus poussé à la hausse des prix qu'en fait le cordon sanitaire. Alors pour le vérifier, il faudra peut-être voir quel est le prix des denrées alimentaires dans les pays où il n'y a pas eu forcément de cordon sanitaire, ou soit ça a continué à tourner, ou ça a été totalement confiné. Mais j'hésiterai à faire une corrélation entre le cordon sanitaire et la hausse des prix. Si je me trompe, dans les prochaines semaines, les prix qui ont augmenté vont baisser de façon quasi mécanique. Mais si j'ai raison, les prix resteront très hauts. Et alors, ça voudra dire que ce n'est pas le cordon sanitaire le problème. Et paradoxalement, ça voudra dire qu'on a un problème plus grand. Mais c'est un pari. Alors, Gédéon, comment comprendre cette surenchère-là ? Je voudrais répondre sur la question que vous avez posée à mon vis-à-vis. Je pense que le cordon sanitaire a eu un impact sur la circulation des marchandises. Les marchandises n'ont pas circulé normalement comme cela se faisait auparavant parce que justement les personnes n'ont pas eu la latitude d'aller dans les marchés. Donc ça a eu un impact, ça c'est un premier impact. Le second impact, c'est ce qu'il a évoqué. Nous sommes dans une balance commerciale déficitaire depuis des années, depuis des cinquantaines d'années. Et cela s'est fait ressentir parce que tout ce que nous importons, on n'a pas pu le faire pendant cette période. Donc ce qui a créé un manque criard sur le marché et qui a provoqué le renchérissement des prix. Et on a assisté à une inflation ouverte. Ce n'était pas une grande inflation, mais une inflation ouverte qui a été constatée sur le marché, ce qui a fait que les prix ont flambé partout. Mais aujourd'hui, comme il a dit, avec on ne va pas parler du déconfinement, la levée du cordon sanitaire, les choses reprennent peu à peu. Et ceux qui avaient des marchandises, par exemple, en quantité, qui n'étaient pas écoulées, qui ne sont pas arrivés à l'écouler sur le marché, ont aujourd'hui maintenant la possibilité de le faire. Je prends un exemple, je le disais tantôt, l'igname par exemple, quand vous avez des lignames en quantité sur vous, vous n'allez pas dire aujourd'hui que vous allez le vendre au prix réel. Vous êtes obligé de le brader parce que là, c'est la seule solution pour pouvoir tirer profit de la chose. Donc,
comme l'igname, la tomate et d'autres produits qui sont des produits avarissables rapides seront écoulés, seront bradés sur le marché, ce qui va peut-être baisser un peu les prix. Et maintenant, par rapport à l'importation, puisque les échanges commerciaux n'ont pas encore repris, comme cela se doit, plus belle de l'étranger, on va toujours assister à un enrichissement des prix, à une hausse des prix, je veux dire, sur le marché, le temps que le trafic reprenne normalement. Mais en réalité, on peut se dire que même cette crise-là est bénéfique pour nous. Ça nous oblige à produire davantage, dans la logique dans laquelle on était déjà avec le gouvernement. Oui, on parlait d'opportunités du coronavirus parce que le coronavirus rebat les cartes de la mondialisation aujourd'hui, absolument, parce qu'il faut réinventer les choses. Et l'Afrique a l'opportunité plus que jamais d'aller à l'industrialisation, comme certains l'ont dit. Parce que si nous restons dans le même mécanisme d'hier, c'est-à-dire que nous avons les matières premières, nous les exportons, et nous arrêtons à ça, on ne peut pas se développer. Le développement, c'est la production des matières premières, la transformation et puis la vente. Si on ne fait pas ça et qu'on escamote des étapes, on sera toujours au même niveau. Il n'y a pas de miracle en matière économique. J'aimerais être aussi optimiste que vous, mais hélas, l'expérience récente a prouvé le contraire. Alors, il y a eu une crise du pétrole en 2015, où ce discours-là avait été tenu, notamment avec le Nigeria. Ce qui s'est passé, c'est que dès que la crise passe, les anciens mécanismes, les anciennes habitudes reviennent. Parce qu'après, il ne faut pas oublier quelque chose. Kako Nubuku, encore une fois, je le cite lui, l'explique très bien. Il est plus facile pour nous aujourd'hui d'importer que d'exporter, à cause de la devise que nous avons. Tant que, je donne un exemple tout bête, le poulet, je dis n'importe quoi, coûtera 600 francs à l'import et coûtera peut-être 700 ou 800 francs à la production, il n'y aura pas de production locale. Donc, il faudra mettre en place un certain nombre de mesures. Est-ce que la COVID-19, parce que c'est la nouvelle expression, nous le permet? Oui, forcément. Oui, parce que c'est une opportunité de se repenser. Mais quand je vois que, comparaison une fois encore n'est pas raison, mais quand je vois qu'une fois déconfiné, des populations françaises se précipitent vont faire la queue chez Zara, je me dis, à l'échelle de l'humain, l'homme est un animal d'habitude, et très vite, il risque de retomber dans ces mécanismes. Mais, encore une fois, c'est un autre pari. Alors, ça oblige nos gouvernants à changer de paradigme. Dans le cas du Bénin, par exemple, on peut décider, face à cette crise-là, de beaucoup plus miser sur la production locale. Oui, à 200%. Je suis d'accord avec vous à 200% pour deux raisons. Nos gouvernements doivent changer de paradigme parce qu'il y a eu un petit rapport, une petite note qui s'appelle l'effet pangolin, qui, quand on analyse d'un point de vue purement géopolitique, ce que cette note dit, c'est ces gens ne sont pas stables, nous devrons nous tenir prêts à les lâcher au cas où leur population se retournerait contre eux. Ça, c'est à peu près clair. C'est vraiment un résumé succinct de ce qui est dit. Ils disent tout le monde veut la société. Ce qui veut dire quoi? Que même nos gouvernants, s'ils géraient mal cette crise, ils s'exposent plus que d'habitude. Ils s'exposent à perdre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Or, pour Machiavel, la vertu d'un dirigeant, c'est de garder le pouvoir. C'est cela la vertu. Donc, pour surmonter cette épreuve, ils sont obligés de se réinventer. Et se réinventer, cela implique peut-être sortir d'un certain type d'alliances séculaires, je ne vais pas parler desquelles, qui ne sont pas toujours gagnants. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de faire recours à la banque centrale. Mais le rôle d'une banque centrale, c'est de pouvoir créer de la monnaie, ce qui soutient l'économie. Or, aujourd'hui, la nôtre de banque centrale ne crée pas de la monnaie comme ça. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Mais une chose est certaine, c'est que si on veut sortir de cette crise, si on veut profiter de l'opportunité que nous avons aujourd'hui, parce que l'Afrique est ce que j'appelle the last man standing, le dernier homme debout. En 1945, c'était la Russie et les États-Unis, et ils sont retrouvés maîtres du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est the last man standing, sans se retrouver dans la posture de maître du monde. Si on veut en tirer un bénéfice, il va vraiment falloir changer, mais ça, il faut peut-être que nos dirigeants le perçoivent bien. Non, le changement de paradigme s'impose aux États, c'est pas seulement à tous les États africains, c'est pas seulement le Bénin. Et il va falloir parler d'une même voix. C'est ça même l'urgence. Si on ne parle pas d'une même voix et qu'on reste là, dit bon, le Bénin ira avec sa politique économique et le Nigeria avec sa politique économique, on n'aura jamais résultat. Et c'est pour ça que la politique de convergence économique proposée par les unions, l'UEMOA, la CEDEAO, est plus que jamais urgente. Il faut aller à la convergence économique. Tant qu'on ne connaîtra pas, si on prend l'UEMOA, le potentiel de l'UEMOA, le potentiel économique de l'UEMOA, on va tâtonner. On fera une politique à peu près. Donc c'est urgent, aujourd'hui, à mon avis, que tous les États s'unissent pour parler d'une même voix. On parle de l'Afrique
comme étant pesant. 3% dans le commerce international, c'est quand même ridicule. Avec notre potentiel, je pense qu'aujourd'hui, on peut travailler à augmenter ce pourcentage. On ne peut pas augmenter ce pourcentage tant que nous ne serons pas ensemble. Et c'est pour ça que je salue l'initiative du président rwandais, Kagame, qui pense qu'il faut définir une zone de libre-échange économique continentale, la ZLECA, qui est en perspective. Il y a beaucoup d'actions, d'actions unanimes qu'il faut mener pour que l'Afrique puisse avoir plus de voix dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, on est comme il a dit, nous sommes les derniers. On est pratiquement résumé à notre propre expression. Donc, le Bénin, aujourd'hui, ne veut pas développer sa politique ex-nihilo, ne veut pas développer sa politique sur sa vision personnelle des choses, mais c'est une politique commune qui pourra propulser le Bénin et tous les autres pays du continent. Alors, avec la levée du cordon sanitaire, on a pu remarquer les frontières aériennes du Bénin, notamment, commencent à s'ouvrir légèrement. Les gens commencent à venir peu à peu. Vous pensez que l'activité économique ainsi que le train de vie va prendre normalement? Non. Oui, pas de façon instantanée, mais progressivement, comme on l'a dit. Ça va venir si les mesures idoines sont prises. Parce que si on ne prend pas les mesures, on reste là, on pense que bon, c'est Dieu qui va nous pour résoudre nos problèmes, on va tourner en rond. Je pense que, comme les Européens le font, j'ai donné l'exemple de la France hier qui a débloqué, par exemple, qui projette de débloquer 18 milliards pour aller au secours du tourisme, comme du secteur du tourisme que vous avez écouté tout à l'heure. Je pense que c'est des choses comme ça, il faut envisager des choses comme ça. Si on ne soutient pas les faibles, le tourisme est un secteur, est un maillon essentiel de la chaîne économique. Si le tourisme est à terre et qu'on laisse le tourisme comme ça, on ne va pas s'attendre à un miracle. Donc, il faut trouver des mécanismes d'appui, d'intervention, pour permettre à tous les secteurs aujourd'hui atteints par la COVID-19 de se relever et pour propulser le développement économique. Alors, vous disiez non tantôt? Oui, alors, je dis non. Moi, je dis parce qu'il ne faut pas se leurrer. La reprise n'est pas pour tout de suite. Et je ne sais même pas si quand on reprendra, on retournera dans le même monde que celui qu'on a connu. À titre d'exemple, en janvier-février, j'interviewais Philippe Chalmin, qui rédige le rapport Cyclope, qui est une des références en matière première. Et même lui, quand je revois cette interview, je vois qu'il a minimisé les effets de la crise. Et déjà, à l'époque, il la prenait vraiment au sérieux. C'est-à-dire que personne ne sait vers où nous allons. Donc, je me dis, sur les 6 prochains mois, ce n'est pas très raisonnable de penser que ça va reprendre à l'ancienne. Mais par contre, c'est l'occasion pour nous de penser les choses différemment. Parce que, et je rejoins Gédéon en face, c'est qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain, c'est 12% de tous nos échanges. C'est que genre, quand on prend les échanges, alors qu'aujourd'hui, quand on analyse froidement, l'Afrique en tant que continent est relativement épargnée. Rien, c'est que l'Afrique aurait eu un commerce intégré, qu'en fait, on serait en train de continuer à tourner à peu près normalement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vu que nous ne commerçons pas les uns avec les autres, nous sommes sur le quai de la gare et nous attendons que le train de la reprise mondiale nous prenne. Alors qu'en fait, si on analyse froidement, c'est une crise qui, aujourd'hui, je peux le dire, je ne le pensais pas il y a 3 semaines, nous concerne finalement très peu. Donc, je pense qu'en fait, non, nous concerne très peu parce que quand on prend le nombre de cas, il est extrêmement ridicule. Quand on prend le nombre de décès, il est extrêmement ridicule, mais surtout quand géographiquement on analyse, les décès sont limités, sont localisés dans le nord de l'Afrique, donc plutôt l'Algérie, tout ça, et dans le sud de l'Afrique, en Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'en fait, dans une grande partie du continent, en fait, la COVID-19, c'est carrément un non-événement. Alors aujourd'hui, je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui, avec la levée du cordon sanitaire, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement aille à un plan Marshall vis-à-vis des petites entreprises, vis-à-vis du secteur économique de façon générale? Oui, parce qu'il y a 2 choses. Il y a la crise sanitaire à laquelle nous avons échappé et la crise économique à laquelle nous n'échapperons pas. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en crise économique. C'est que quand on prend l'hôtellerie, c'est une crise économique. Quand on prend les transports, les gens sont en crise économique. Là, on a réouvert les écoles. Je me dis, il y a plein de petits commerces informels autour qui remercient le ciel. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, alors, quand bien même nous ne sommes pas malades, quand bien même la maladie ne nous affecte pas, tant que ça, quand bien même, mais 2 décès à l'échelle du Bénin, j'ai presque envie de dire, c'est ridicule. Il y a 2 personnes qui meurent peut-être chaque minute dans ce pays. Mais quand on analyse froidement, c'est 300 personnes infectées, 2 décès, et toute l'économie qui est paralysée. À un moment, il va quand même falloir réagir. Mais la question est de savoir, est-ce que
nous avons les moyens de réagir parce qu'il faut analyser froidement. Nous avions une situation, il a évoqué la crise avec le Nigeria. Nous avons cette crise avec la Covid-19 qui paralyse toute l'activité économique. La question c'est, d'où est-ce que nous allons trouver cet argent pour relancer? Alors, les critères de convergence, on en parlait tantôt. L'UEMOA les a abolis, mais il va quand même falloir aller sur les marchés. En allant sur les marchés, mais à quel taux est-ce que nous allons avoir de l'argent? C'est un tas de paramètres. Toujours est-il que je ne pense pas que ce soit que le gouvernement ne veuille pas réagir. C'est que la vérité est que leurs marges de manœuvre sont quand même relativement limitées. Il faut en avoir conscience. Les besoins sont là, ce qu'il y a à faire, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais où est-ce qu'on trouve l'argent à réinjecter dans l'économie? C'est ça la vérité. Oui, je partage son analyse, mais je veux faire un peu de nuance. Il disait qu'on n'a pas été atteint par la Covid-19, on a été atteint. Non, il a été un peu froid. On n'a pas été atteint. C'est une crise qui a bouleversé tout ce qui était préétabli depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller comme on appelle, au secours des secteurs, comme il a dit, des secteurs aujourd'hui atteints, des secteurs qui sont faibles. Et il n'y a pas de miracle. On a pris l'Europe, on a vu plutôt l'Europe réagir par rapport à cette crise. Il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui d'intervention pour appuyer ceux qui ont été touchés par cette crise. Donc ici, je ne sais pas si nos richesses nous permettront de réagir comme les Européens, parce que quand on parle de milliards d'euros, ça donne le tournis. Ici, je ne sais pas. On a vu la BCAO, comme il a dit, la BCAO c'est une banque d'émission. La BCAO n'est pas forcément une banque d'investissement, une banque d'appui, même s'il y a d'autres banques qui l'accompagnent, la BOAD, la BIDC et autres. Mais est-ce que nos richesses accumulées vont nous permettre de réagir conséquemment et permettre à tous les secteurs de se réveiller? C'est problématique parce que nous n'avons pas travaillé assez pour produire la richesse. Donc il n'y a pas de marché. Maintenant, il faut trouver les manières de susciter, par exemple le FMI, la Banque mondiale et d'autres structures financières internationales, même que ces structures-là, pour nous venir en appui. Parce qu'une chose est claire, si l'Afrique est malade, le monde est malade. Ça, c'est clair. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons été utilisés, nous avons été manipulés dans tous les sens. Aujourd'hui, il est clair que si on ne s'occupe pas de l'Afrique, l'expression, la preuve est là, la preuve palpable est là, parce qu'aujourd'hui on parle d'immigration qui est sauvage. Les Européens sont, comment je vais dire, touchés en plein cœur par cette affaire. Donc s'ils n'arrivent pas à résoudre la situation économique de l'Afrique, ils laissent l'Afrique, mais c'est eux qui vont payer le prix demain, il n'y a rien à dire. Alors, nous allons finir, on n'a plus assez de temps, on va finir par la réouverture des écoles. On va en parler brièvement. Les écoles ont été réouvertes, des masques de protection aux élèves, lavage de mains. Quand on sait que toutes les écoles n'ont pas forcément le dispositif de lavage, toutes les écoles n'ont pas reçu le nombre de masques qu'il faut, ça pose problème, cette reprise. Oui, ça rejoint ce que nous disions tantôt. Je pense que c'est question de moyens. C'est-à-dire qu'il fallait quand même laisser l'activité. En tout cas, à un moment donné, il fallait prendre la décision d'aller de l'avant et on a dû prendre cette décision-là. Oui, il faut y aller. Oui, alors moi, ça me donne envie de vous poser une autre question. Est-ce que vous imaginez le coût d'une année blanche? Moi, je la pose comme ça. Est-ce que vous imaginez le coût si, là, on disait tout de suite l'année est annulé, le coût pour les professeurs, le coût pour les élèves, le coût... Les parents? Moi, je dis en fait, notre gouvernement est dans une partie de poker et je pense qu'il la joue du mieux qu'il peut. Laissons l'année aller à son terme. S'il faut retarder l'année d'après, on retardera peut-être l'année d'après en fonction de l'évolution de la chose, mais on ne va quand même pas interrompre une année pour 300 cas pour le moment et 2 morts. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas... Quand on va aux examens de fin d'année, c'est dans toute la zone UEMOA. Ce n'est pas seulement le Bénin. Non, moi, je pense que c'est l'occasion de féliciter le gouvernement. Moi, je ne suis pas pro-mouvancier, mais je pense qu'il faut féliciter le gouvernement sur sa gestion de la crise. Parce que quoi qu'on dise, nous étions dans une crise qui allait nous amener loin, mais de par la gestion stratégique de cette crise,
on n'a pas été vraiment atteint vraiment comme les autres pays, les pays environnants. Et la réouverture des écoles et autres centres de formation, je pense que c'est salutaire. On ne peut pas, comme il a dit, le coût d'une année blanche, elle est trop élevée. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Avec ce que nous avons déjà, si on ajoute ça, c'est que c'est la catastrophe. Maintenant, la réouverture, c'est au cas par cas. On n'a pas permis à tout le monde de reprendre. C'est à partir du CM2, à l'université. Donc, les plus jeunes sont à la maison, et c'est ceux qui vont aux examens qui sont autorisés à reprendre. Et il y a quelques mesures, les masques qui ont été distribués, même si ce n'est pas à tout le monde, mais en tout cas la majorité en a eu. Et je crois qu'il y a un effort à saluer. Il reste maintenant à ce que les gens observent vraiment les prescriptions, les gestes barrières et tout ce que le gouvernement a prescrit comme mesures pour pallier à la chose. Et aujourd'hui, on ne peut que souhaiter que les enseignants, tout le système éducatif, jouent le rôle qu'il faut pour que l'année aille à son terme. Parce qu'ils sentent que c'est 2 mois. Dans 2 mois, l'année est terminée. Donc, ce sera pour le bonheur de chacun. Merci à vous, chers confrères. Gédéon Weba, merci d'être passé sur ce plateau. Aaron Akinosho, merci d'être passé également. Et on passe à présent au dossier de la semaine. Je le disais donc, depuis son apparition en décembre dernier, le coronavirus impacte et affecte l'industrie à l'échelle mondiale avec l'arrêt de nombreuses chaînes de production, mais aussi impactant le tourisme et l'hôtellerie. Comment se porte le secteur au Bénin par ces temps de Covid-19? On en parle dans un instant, mais avant, suivons cet élément témoin. Personne ici à l'accueil de cet hôtel du quartier Akbakpa, si ce n'est Dame Kenom, réceptionniste. Elle passe ses journées à tourner les pouces en l'absence de clients. Depuis la fermeture des frontières et la mise en place d'un cordon sanitaire du fait de la pandémie du coronavirus, l'industrie hôtelière reçoit un coup dur. Les chambres sont vides. Les réservations annulées ou reportées, le secteur hôtelier tourne au ralenti. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration sont les plus sinistrés par le fait du Covid-19. Parce que c'est dans ce secteur-là qu'on a demandé que l'on ferme les restaurants. Et on n'a pas dit de fermer les hôtels, mais les hôtels sont systématiquement fermés puisqu'il n'y a pas de clients. Les gens ne viennent plus dans le pays et c'est comme ça que nous avons des problèmes. Le scénario est le même ici à Védocor dans cet autre hôtel. Le personnel d'accueil et de chambre est pratiquement au chômage. Les chambres sentent le renfermer et ils sont obligés de laisser les portes ouvertes pour aérer. La situation est catastrophique. C'est très compliqué pour nous. Moi, je fermais carrément. On n'a plus de clients, personne n'arrive, les chambres sont là, il faut les entretenir. On souffre vraiment. Ici, comme dans l'hôtel d'Akbakpa, des mesures sont prises pour faire face à la crise. Moi, personnellement, j'ai fait compression de personnel. Je ne les ai pas licenciés. Ils sont là, ils restent à la maison, puisque quand ils viennent s'asseoir. Et j'ai gardé le minimum. On ne sait jamais quand est-ce que ça va démarrer. Et si ça démarre, je vais les appeler, ils reviendront. Ça ne veut pas dire que quand ils sont restés à la maison, ils ne seront pas payés, mais ils ne seront pas payés au taux réel. On va voir ce qu'il faut faire. La Covid-19 n'a pas laissé de sursis à l'industrie hôtelière. Entre les charges fixes, le salaire du personnel et l'entretien des lieux en l'absence de clients, le désarroi est manifeste. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les ONG, mais maintenant, ils ne viennent plus. Et puis, il y en a même qui ont réservé, à qui j'ai demandé d'avance, qui m'ont envoyé les sous, et ils sont en train de réclamer leurs sous. Là où nous avons avant, là, près de 400 000 francs par jour. Actuellement, nous avons 2000. Je dis bien 2000, 1500. Le jour où, par exemple, quelqu'un
se perd et vient pour les détentes. Vous avez alors 5 000, 6 000 en une journée, c'est terminé. Comment maintenir le cap dans un contexte de baisse drastique d'activité? Telle est l'interrogation qui taraude l'esprit des promoteurs d'hôtels qui n'ont d'autre choix que de se résigner pour le moment. Et voilà le tableau triste dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Et pour aborder la question des impacts de la Covid-19 sur ce secteur, on reçoit pour vous ce matin le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, reçu ici comme étant le président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Bénin, Albin Feliro. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui vous remercie également. Et pour conduire cet entretien avec moi, Rodrigue Babagüeto, bonjour. Ulvaeus Balogun, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'une crise sanitaire, la crise de la Covid-19 est désormais une crise économique et à l'allure où vont les choses, elle pourrait bien devenir une crise sociale. Albin Feliro, merci d'accepter de nous en dire plus sur les impacts de cette crise dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, nous venons de suivre un reportage. Plusieurs secteurs sont touchés par la crise liée à cette pandémie du coronavirus, mais après ce que vous avez suivi, peut-on dire que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est le plus sinistré? Oui, je peux dire que ce que vous avez vu n'est pas du tout, j'allais dire, un canular. C'est du vécu, c'est du réel, des plus petits hôtels jusqu'aux plus grands. Eh bien, le secteur, avec l'importation-exportation, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, bars, restaurants, agences de voyage, naturellement, sont les secteurs les plus touchés et ce que vous avez entendu là, c'est bien malheureusement la triste réalité. Mais comment est-ce que vous arrivez à supporter les charges alors aujourd'hui? Non, c'est parce qu'on est plus en mesure de supporter les charges. Pas du tout, c'est pas possible. Vous savez, les opérations économiques sont simples. C'est des recettes qui couvrent des charges. Or, les charges ne peuvent pas rester incompressibles alors même que les recettes n'y viennent pas. Donc, à ce moment-là, il faudra s'ingénier à trouver des formules de réduction de coûts. Et parmi les formules de réduction de coûts, malheureusement, c'est l'outil de production, puisqu'on ne produit plus. Donc, les machines, malheureusement, on ne peut pas les mettre dehors, mais nos compatriotes, nos collègues, malheureusement, font les frais de ce type de réduction de charges. Alors, expliquez-nous, économiquement parlant, une PME dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, en temps normal, ça revient à combien son chiffre d'affaires? Vous voyez, la question du tourisme est générique. Et au niveau du tourisme, vous avez plusieurs activités. L'hôtellerie, l'agence de voyage, les guides, les opérateurs de guidage, d'accompagnement, même les propriétaires des patrimoines. Les sites au Bénin ne sont pas forcément du domaine de l'État, mais des privés, etc. Les bars, les restaurants, les lounge-bars, les boîtes de nuit et même les producteurs de fruits et légumes, etc. Donc c'est toute une chaîne de valeur et qui s'harmonise et se marie en bonne intelligence simplement parce qu'en face, nous avons une clientèle. La clientèle, malheureusement, au niveau du tourisme, elle vient généralement de l'extérieur. Donc, en fait, le produit touristique est un produit d'exportation. Bien sûr. Même si nos valeurs, nos cultures et nos patrimoines ne s'exportent pas. Les gens viennent. Donc, nos recettes sont en devises. Et si, comme c'est le cas aujourd'hui, on nous demande de ne plus voir des avions décoller, de fermer les frontières, de fermer de l'autre côté les bars, les restaurants ou autres, etc. Les boîtes de nuit. C'est clair que effectivement, sans clients, on est bel et bien obligé de prendre des décisions malheureusement qui s'imposent, qui sont les fermetures les licenciements plutôt. Alors, vous disiez tantôt que le produit touristique vient essentiellement de l'extérieur. Face à cette crise, n'est-il pas mieux de réinventer cette façon de faire, de penser beaucoup plus à faire du tourisme local? Oui, ça fait partie des mesures j'espère que le sujet nous amènera à en parler. Je voudrais simplement, dans l'état des lieux, faire reconnaître que la situation est bel et bien catastrophique. La plupart des hôtels ont comme clients à 90% ceux qui viennent de l'étranger. Bien évidemment,
il y a des hôtels qui reçoivent des nationaux dans leurs hôtels. Mais malheureusement, là aussi, vous avez bien vu, dans la politique de lutte contre la pandémie, on a dû mettre en place des cordons sanitaires, etc. Et puis, il est quand même fortement recommandé de moins sortir, de moins faire des allées-venues. Et ça impacte directement ces hôtels. Ces hôtels ont d'autres services annexes, comme l'organisation d'événements, comme les salles de conférence, comme les hôtesses, etc., les salles des fêtes. Or, dans la politique de lutte contre la pandémie, il est fait interdiction à ce que les gens se réunissent, etc., etc. Donc, si vous avez compris, c'est que tous ces propriétaires des sites, des palaces, des hôtels, des bars et autres, etc., ont respecté scrupuleusement, de façon disciplinée et ordonnée, les injonctions du gouvernement. Et ça, c'est pour, justement, aller et contribuer à la lutte contre la pandémie. Vous avez compris qu'ils sont donc en train de payer au prix le plus élevé, je dirais même au sacrifice suprême en fermant leur entreprise pour que la pandémie, stoppe. Donc les premières personnes en difficulté, c'est ce secteur, parce qu'elles ont accepté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de restreindre la propagation de la pandémie. Et ils le payent au plus fort. Donc je voudrais que ce constat soit bien compris de tout le monde pour qu'on puisse ensuite voir. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, il le paie au plus fort et dans le monde entier, les pertes économiques s'élèvent à environ 20 milliards d'euros au Bénin. Est-ce qu'on a des chiffres? Non, nous n'avons pas de chiffres, mais nous nous sommes amusés dans le secteur de façon empirique à voir grosso modo les chiffres d'affaires des différents hôtels de la place, des agents de voyage, etc. On n'a pas terminé, mais on n'est pas loin à la date d'aujourd'hui dans nos estimations. On n'est pas loin de 100 milliards. 100 milliards de francs CFA. Oui, en moyenne. Et c'est fait sur la base des sondages que nous avons envoyés de façon anonyme à nos membres qui ont répondu et c'est aujourd'hui en cours de traitement. Donc, c'est les tendances que je suis en train de vous donner. Et je pense que d'ici une semaine, on aura quelque chose d'un peu plus précis parce qu'après ces sondages-là, les statisticiens vont travailler à faire une projection pour nous donner une idée assez précise de ce qui est perdu. Mais en tant que président de la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme au Bénin, quelles sont les actions que vous avez menées jusque-là pour que, un temps soit peu, il y ait une certaine souplesse? Une souplesse par rapport à quoi? 100 milliards de francs CFA, c'est pas rien. Ah non, c'est une perte. C'est des pertes, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ce que j'essaie de vous dire. Malheureusement, je ne suis pas trop à l'aise pour vous dire qu'on est fier de mettre en congé nos collaborateurs, de les mettre en licenciement ou autre. Vous voyez, quand vous avez un espace de 20, 30 ou 40 chambres, vous êtes obligé de réduire l'utilisation de cet espace-là, par exemple, au premier étage, pour ne pas avoir à payer le deuxième, l'électricité du deuxième, du troisième, etc., etc. Donc, vous réduisez votre train de vie, vous diminuez donc la luminosité, l'attrait qui fait que les gens sont susceptibles de venir, vous diminuez tout ça et le plus dur, celui qui paye le plus cher, c'est quand même nos collaborateurs. Mais au gouvernement, vous avez présenté un mémorandum récemment. Absolument. Que retenir concrètement de ce mémorandum? Écoutez, nous on est assez satisfaits de voir que bon nombre des observations que nous avons faites ainsi que des propositions que nous avons soumises au gouvernement par le biais du ministre d'État, que des choses sont en train d'être prises en compte. Donc ce travail-là a été fait par la FOPAT, porté par la CONEB, et vous voyez, on a vu le ministère des Affaires sociales lancer la possibilité pour les artisans, les bars, les petits bars, les gargoteries hautes, etc., même sans être officiellement déclarés, de se faire connaître pour, etc., etc. Donc c'est déjà une première démarche. Nous, on a été jusque-là et on est heureux de voir que les choses se passent comme ça. De la même manière, au niveau du ministère des PME, il y a un travail qui est fait de sondage, d'études pour qu'on fasse également une évaluation
peu ou prou exhaustives. Donc, c'est des choses que le gouvernement est en train de faire pour faire une évaluation on ne peut plus précise. Justement, dans le mémorandum, je peux lire, vous demandez la fourniture, par exemple, de prêts bancaires à la demande des entreprises représentant l'équivalent de 3 à 6 fois le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'entreprise. À quoi cela va servir? Oui, la plupart des entreprises que vous voyez là, elles tiennent parce que nous avons des accompagnements financiers derrière. Et donc, ces accompagnements financiers sont également remboursés avec des intérêts par les clients qui arrivent et qui viennent. On est certain aujourd'hui que les clients ne viennent plus alors que les échéanciers doivent se poursuivre et être payés. Donc par rapport à ça, nous pensons qu'une décision forte peut venir du gouvernement pour permettre et aux banquiers et aux producteurs, aux promoteurs des hôtels, bars, restaurants et agents de voyage d'avoir à négocier soit un report, soit un recul. Voilà. Ça, c'est des choses très concrètes qu'on demande. Mais espérez-vous réellement avoir réponse favorable à ces requêtes-là? Oui, c'est pas qu'on espère avoir des réponses favorables, c'est une obligation. Sincèrement, c'est une obligation parce que ne pas le faire, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Vous ne pouvez pas avoir autant d'instruments, d'outils, d'entreprises en pleine récession et ne rien faire. Parce que, vous avez dit tout à l'heure, on est en crise sanitaire, on passera en crise économique, ça ira certainement en crise sociale. Donc ça ne peut pas tenir. Et donc, je n'ai pas utilisé ce mot parce que je n'aime pas faire la répétition de ce qui est fait à l'Occident, en Afrique. Nous avons nous-mêmes nos propres mots, mais l'idée, c'est à peu près un plan Marshall véritable pour ces entreprises, comment renflouer ces entreprises, repartir à zéro et changer complètement de modèle économique. J'aime à le dire, on a un gros avantage, c'est qu'on était dernier. Donc dernier dans un wagon, être dans le dernier wagon d'un train et que lorsqu'on voit que la locomotive est en déroute totale, on a le temps de descendre, de repenser le développement économique. Donc vous pensez que le changement du modèle économique doit être la solution radicale? Ça s'impose. Ça s'impose. On ne peut plus continuer comme avant. Vous-même l'avez dit, il faut davantage orienter vers le tourisme national. Il faut un certain nombre de démarches qui vont vers là. Mais encore une fois, le tourisme, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est un produit d'exportation. Un produit d'exportation, mais quelle est sa part dans sa contribution au PIB? Aujourd'hui, avec un peu moins de 30 milliards, je crois, je ne me rappelle plus, mais on doit être autour de 6-8%. Et le secteur du tourisme, je peux vous dire que c'est le secteur dans lequel il y a le plus grand nombre de femmes chefs d'entreprise. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en termes de personnel, c'est après le secteur du commerce, on a le secteur du tourisme dans sa globalité qui arrive en deuxième position. Et au vu de tout cela, en attendant la réponse de l'État à votre mémorandum, ne trouvez-vous pas juste ou judicieux d'élaborer des plans d'adaptation à votre niveau? Oui, on est obligé. Chacun, à son niveau, est en train de réfléchir sur la façon dont, à la sortie de cette pandémie... Mais il faudra bien faire une mise ensemble pour que... Ensemble, vous soyez plus forts face à tout ça. Absolument. Mais malheureusement, au Bénin, le secteur privé n'a pas toujours les moyens de sa politique. Nous n'avons pas l'INSAE à portée de main, nous n'avons pas tel ministère à portée de main, nous n'avons pas le service des impôts à portée de main. Donc ces informations-là, nous allons les chercher par le biais des cabinets. Ça revient beaucoup plus cher, plus onéreux, plus fastidieux, etc. Et c'est pour ça que nous proposons que le travail de réflexion stratégique que mène le gouvernement au profit des bénéficiaires que nous sommes, et bien qu'on soit pleinement associé de la réflexion jusque dans sa mise en œuvre et même au niveau du suivi et évaluation. Et ça, c'est une demande forte que nous faisons. C'est écrit dans le mémorandum. Bien et à sûr. Chaque fois que j'ai le plaisir d'être invité, je revendique cela. Et j'espère que WIC-ECO sera le canal par lequel on sera définitivement entendu pour participer pleinement de la réflexion à la mise en œuvre. Parce que ceux qui composent aujourd'hui le secteur du tourisme sont des gens d'action, des gens qui réfléchissent et qui ont la possibilité d'apporter une forte contribution intellectuelle au débat. Alors vous disiez tantôt, on va finir là-dessus, qu'il faut un plan Marshall. Ce plan Marshall devrait, à votre avis, vous l'avez estimé à combien ? Le plan Marshall, c'est ce que je vous ai dit, à l'heure actuelle, on est à peu près autour de 100 milliards. Nous, on avait fait le travail à la fois... Donc vous avez parlé de 100 milliards, c'était les pertes. Environ 100 milliards de pertes.
Maintenant, oui. le plan d'adaptation ou le plan Marshall, ça devrait coûter combien? Nous ne l'avons pas chiffré, mais je vais vous dire. La République du Bénin est membre de plusieurs organisations internationales. Elle est membre, par exemple, des institutions de Bretton Woods. Les banques mondiales et autres ont estimé qu'il fallait venir en appui financier au secteur privé, au secteur des entreprises. Le Bénin a donc l'opportunité d'aller vers ces secteurs-là dès lors qu'elle a mis en place un plan national stratégique. Deuxième niveau de ressources, ce sont les banques centrales. Ces banques centrales, c'est la BCAO, BIDC, Banque africaine de développement, etc., qui aussi ont toutes manifesté leur désir de contribuer. Donc, ce n'est pas forcément entre les poches des contribuables béninois que ça va se faire. Et enfin, il y a les PTF qui ont également dit et même annoncé, l'Union européenne a annoncé, donner 20 milliards, etc., etc. Donc, il appartient au gouvernement de faire le choix dans tout ça. Comme ils sont en train de le faire, ils réfléchissent. Je vois qu'il y a eu 2 écoles qui se sont affrontées entre l'école de loi de Ouaddaï et Albert Féliro, et on vous aura compris, mesdames, messieurs. Ulvaïus Balogun, on retient que l'année 2020, si elle s'annonçait riche pour le secteur hôtelier, la crise du Covid-19 a tout bouleversé d'une façon inattendue et on assiste à la fermeture progressive des hôtels, que ce soit les grands groupes ou les structures indépendantes, avec un effet domino. À certains niveaux, il n'y a qu'à espérer, Albin Féliro, que tout change au plus tôt. Et que votre cri de cœur soit entendu. Absolument. Merci à vous, Albin Féliro. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Retrouvez l'émission en replay sur la chaîne YouTube de l'ORTB et en nouvelle diffusion sur BB24 demain, lundi, à 11h. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.